Nous sommes un studio de doublage et ce soir, nous vous racontons une histoire que nous n'avons pas pu refuser. Installez-vous. Cela va prendre un moment. Je m'appelle Camille Renard. J'ai 31 ans maintenant. Et si vous me demandiez quel est le moment le plus étrange de ma vie, je ne vous parlerai pas d'un accident, ni d'une maladie, ni d'une perte. Je vous parlerai d'un couloir. Un couloir beige avec des appliques dorées sur les murs et la musique d'un quatuor à cordes qui filtrait sous la porte. Je portais une robe ivoire. Il y avait 200 invités de l'autre côté de cette porte. Et moi, j'étais là, immobile, avec la certitude que quelque chose venait de se briser en moi. Pas cassé comme un verre, cassé comme une conviction. La différence est importante. Mais je vais vous emmener au début, parce que ce couloir, il n'existait pas sans tout ce qui l'avait précédé. Je suis née à Limoges, pas le Limoges des magazines, pas celui des façades rénovées et des restaurants étoilés. Le Limoges des rues en pente derrière la cathédrale, des pavillons avec des jardins trop petits, des voisins qui savent tout sur vous avant que vous le sachiez vous-même. Mon père, Bernard Renard, était plombier, 38 ans de métier, les genoux abîmés à partir de la quarantaine, le dos qui a suivi quelques années après, mais les mains toujours là, toujours capables. Il rentrait à 18 heures avec cette odeur particulière, un mélange de métal, de joints d'étanchéité et d'eau froide, et il se lavait les mains au savon orange pendant exactement 2 minutes avant de venir m'embrasser. Je connaissais cette odeur avant de connaître les mots pour la décrire. Ma mère, Sylvie, travaillait à la cantine de l'école primaire Victor Hugo. Elle servait le déjeuner à 350 enfants par jour. Elle connaissait leurs prénoms, leurs allergies, leurs humeurs du lundi. Elle savait lequel avait faim avant même qu'il tende son plateau. Ces enfants-là, elle leur mettait toujours un peu plus, discrètement, sans en faire une histoire. On n'était pas riches. Mon manteau d'hiver en 5e venait de ma cousine, 2 tailles au-dessus. Ma chambre donnait sur le chauffe-faisceau, et quand il se mettait en route la nuit, je finissais par trouver ça réconfortant. Mais la table était toujours mise, le dîner était toujours chaud, et mes parents ne m'ont jamais donné l'impression qu'il manquait quoi que ce soit. J'ai eu mon baccalauréat, avec mention. J'ai eu une bourse, j'ai fait mes études d'infirmière à Lyon, je suis revenue à Limoges, j'ai passé le concours de praticienne infirmière, je suis entrée au centre de santé de la rue du Consulat. J'avais 28 ans quand j'ai remboursé mon dernier emprunt étudiant. Je me souviens de ce jour. J'ai appelé ma mère depuis le parking de la banque et elle a pleuré. Mon père a repris le téléphone et il a dit « Tu vois, on le savait. C'est tout. 3 mots. Mais il y avait tellement de choses dedans. Je raconte tout ça parce que vous avez besoin de comprendre d'où je viens avant de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, ça ne se comprend pas sans Bernard et Sylvie Renard. Et sans la table de la cuisine, les mains oranges, les manteaux trop grands. J'ai rencontré Florian Beaumont un mardi d'octobre. Son père, Pierre-Henri, était venu en consultation pour un bilan de santé de routine. Florian l'avait accompagné. Je l'ai croisé dans le couloir d'attente, il était appuyé contre le mur, les bras croisés, et il avait ce genre de visage qui semble avoir été conçu exprès pour que vous le remarquiez. Mâchoire nette, regard direct. Il a souri quand je suis passée avec mon dossier. J'ai souri aussi. Ce sont des choses qui arrivent. On a dîné le vendredi suivant, puis le vendredi d'après, puis tous les vendredis, et bientôt les autres soirs aussi. Florian était charmant, d'une façon que je n'avais pas connue avant. Il ouvrait les portes, commandait le vin sans regarder le prix, m'emmenait dans des restaurants à Lyon où les nappes étaient plus épaisses que mon manteau de 5e. Il parlait bien, il écoutait bien, il posait des questions sur mes patients, sur mes journées, sur ce que je voulais dans 5 ans. Les Beaumont, 3 générations dans l'immobilier de prestige. Le nom était sur une résidence à Périgueux, sur un centre commercial en périphérie de Limoges, sur une plaque en bronze dans le couloir du club privé où ils étaient membres depuis 22 ans. La maison familiale était une propriété de 8 pièces annuelles, à 20 minutes de la ville, avec un parc, une piscine couverte et une cave à vin que Pierre-Henri gérait comme un projet personnel.
Éléonore, la mère de Florian, présidait le comité de bienfaisance des femmes du patrimoine et siégeait au conseil d'administration d'une fondation culturelle régionale. Elle portait toujours du beige clair ou du gris perle, toujours des perles aux oreilles, toujours ce sourire. La première fois qu'elle m'a regardée, j'ai su, pas avec certitude, pas encore. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle a pris ma main, une fraction de seconde trop courte, trop ferme, comme si elle évaluait quelque chose. Elle m'a demandé où je travaillais. Je lui ai expliqué. Centre de santé communautaire, rue du Consulat. Elle a hoché la tête avec une expression bienveillante et fausse. Florian sortait avec la fille d'un médecin avant. Le docteur Garnier, vous connaissez peut-être. Il est à la clinique Saint-Luc. Je me suis dit que c'était juste sa façon de parler. Que certaines personnes placent les autres sur une carte, sans même s'en rendre compte. Florian m'a pris la main sous la table et il a chuchoté. Elle va s'y faire, tu verras. Elle ne s'y est pas faite. Mais j'étais déjà amoureuse. Et l'amour a cette capacité particulière de vous faire expliquer les choses qui devraient vous faire fuir. Florian a demandé en mariage 16 mois après notre première rencontre. Dans le restaurant dont la famille avait des parts, une salle privée, des bougies partout, un quatuor à cordes et Éléonore assise à 3 tables de là, par coïncidence selon lui. J'ai dit oui parce que la bague sur mon doigt venait de lui, pas d'elle, parce qu'il avait conduit 40 kilomètres pour m'apporter de la soupe quand j'avais de la fièvre, parce qu'il m'avait dit que mes parents étaient des gens bien et qu'il avait hâte d'appeler Bernard son beau-père. Et puis la préparation du mariage a commencé. Et c'est là que j'ai commencé à perdre de vue quelque chose d'important. Éléonore avait choisi le lieu avant même qu'on en parle. Le domaine des Charmes, un château en dehors de la ville, 40 hectares, terrasse en pierre, orangerie pour le dîner. Pas la petite église de quartier où mes parents s'étaient mariés. Pas le restaurant de famille de mes amis d'enfance. Un château. Pour 200 personnes. Elle avait aussi une coordinatrice, son amie Christine, qui avait géré les mariages de 4 familles du milieu. Et le menu était déjà orienté vers le traiteur habituel des Beaumont avant que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. Ma mère avait proposé, timidement, d'apporter son gratin dauphinois comme amuse-bouche. Éléonore avait incliné la tête, ce geste qu'elle avait, et elle avait dit « C'est très gentil, Sylvie, mais c'est un dîner assis, pas un repas de famille. » Ma mère avait ri, mais ses mains, sous la table, s'étaient serrées sur ses genoux. À chaque fois que je résistais, Florian avait la même réponse. « Laisse-lui ça, après le mariage, c'est nous qui décidons. » Et moi, je me disais que les batailles de décoration n'avaient pas d'importance, que c'était un soir, que le vrai mariage commençait le lendemain matin. Je me disais que j'étais stratégique. Je ne savais pas encore que j'étais en train d'apprendre à me taire. Le matin du 12 juin, je me suis réveillée dans ma chambre d'enfance. Soleil sur les rideaux que ma mère avait cousus quand j'avais 11 ans. La robe accrochée à la porte du placard. Ivoire, longueur midi, achetée avec mes économies dans une boutique à Lyon, pas dans celle qu'Éléonore m'avait recommandée. C'était la seule chose sur laquelle je n'avais pas cédé. À 10 heures, j'étais au domaine des Charmes. La salle était magnifique, vraiment. Des pivoines blanches dans des vases en cristal, des nappes crème, des chandeliers partout, un orchestre de chambre qui s'accordait sous la verrière. 200 invités attendus. La moitié du côté Beaumont, clientèle, membres du club, notables régionaux, des Fontenay, des marchés, le maire adjoint. L'autre moitié de mon côté. Ma tante Régine de Clermont, 3 collègues du centre de santé, ma colocataire de fac Amandine, des voisins de la rue de l'Enfance qui conduisaient des Renault et portaient des tenues du centre commercial. J'ai remarqué le déséquilibre tôt. Les invités Beaumont remplissaient les premières rangées, les tables centrales, les espaces proches de la piste de danse. Mes gens se dispersaient vers les bords. Je me suis dit que c'était une question de nombre, qu'ils avaient promis plus d'invités de leur côté. Amandine, ma témoin, m'avait chuchoté pendant la répétition de la cérémonie. « Pourquoi ta tante est tout au fond ?» J'avais haussé les épaules.
Amandine avait levé un sourcil mais n'avait rien ajouté. Après la cérémonie, pendant que les invités rejoignaient le cocktail sur la terrasse, j'ai fait un tour dans la salle de réception. Habitude professionnelle. Infirmière praticienne. Je vérifie toujours 2 fois. La salle était en place, 20 tables rondes drapées de blanc, des marque-places dorées dans des petits supports en laiton. La table numéro 1 devant la piste était dressée pour 10. C'est là que les 2 familles devaient être assises ensemble, avec la grand-mère de Florian et ma tante Régine. J'ai pris le premier marque-place, Gérard Beaumont, le frère d'Éléonore. Le deuxième, Martine Beaumont. Troisième, les Fontenay, les Marchais, Patricia Beaumont-Rousseau. Je les ai tous retournés. 9 noms, tous Beaumont ou alliés. Pas un renard. J'ai commencé à chercher. Table 2, cousin Beaumont. Table 5, membre du club. J'ai continué. Table 10, table 12. Je les ai trouvés à la table 14, tout au fond, contre le mur du fond, à côté de la porte battante qui donnait sur la cuisine. Les chaises n'étaient certainement pas les mêmes que partout ailleurs, pas les chaises dorées, tapissées de velours crème. C'étaient des chaises pliantes, rembourrées, les chaises de secours. Un chariot avec des verres sales attendait à 2 pas. La lumière au-dessus était un plafonnier utilitaire, pas un lustre, et à moins d'1 mètre, une poubelle à pédales en inox. Bernard Renard, Sylvie Renard. 2 marque-places en papier cartonné crème, encre dorée. Sur la table, la plus loin de tout. J'ai trouvé Christine près du bar. Qui a changé le plan de table? Elle n'a pas cligné des yeux. Madame Beaumont a fait quelques ajustements ce matin. Elle m'a dit que la mariée était au courant. Je n'avais approuvé aucun ajustement. Je suis restée seule dans cette salle pendant une bonne minute. La musique filtrait depuis la terrasse, des rires de cocktail, le bruit du champagne qu'on débouche. Et moi, debout devant la table 14, je faisais ce qu'on m'a appris à faire aux urgences. Trier, évaluer, décider. Si je ne disais rien, voilà ce qui allait se passer. Mon père allait ajuster sa cravate, celle qu'il avait achetée en 2009, sa seule vraie cravate, et il allait sourire et dire « Ça va ma chérie, ne t'inquiète pas pour nous ». Ma mère allait plier sa serviette sur ses genoux et faire semblant de ne pas entendre les plongeurs derrière la porte battante. Et Éléonore, elle, saurait. Elle saurait qu'elle pouvait mettre Bernard et Sylvie Renard n'importe où, que personne ne dirait rien. Et tous les Noëls qui suivraient, tous les anniversaires des petits-enfants, tous les repas de famille, mes parents seraient toujours à la table 14. Les gens qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre. Je pensais aux mains de mon père. 38 ans de canalisation, de joints, de coudes en cuivre. Il avait économisé 6 mois pour acheter ce costume. Je pensais à la robe de ma mère. Elle l'avait retaillée elle-même à partir d'une ancienne, ajouté de la dentelle aux manches, remplacé la fermeture éclair. 3 week-ends penchés sur sa machine à coudre dans la chambre d'amis, les épingles entre les lèvres, les yeux plissés sur le fil de la canette. Ces gens-là m'avaient nourrie, élevée, conduite à l'école sous la neige, et quelqu'un avait décidé qu'il méritait la chaise pliante à côté de la poubelle. Je suis allée trouver Florian. Je pensais qu'il allait régler ça. Je pensais qu'il allait être en colère. Je me trompais pour la 2e fois de la journée. Il était dans le salon réservé aux hommes, devant un grand miroir, en train d'ajuster ses boutons de manchette. Argent à ses initiales, cadeau d'Éléonore. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée. Qui a déplacé mes parents de la table d'honneur? Il a soupiré. Ce soupir particulier de quelqu'un qui vous trouve compliqué. Maman a réorganisé quelque chose ce matin. Ce n'est pas grave. Pas grave? Ils n'ont pas de vraie place, Florian. La table 14, c'est à côté de la cuisine, à côté de la poubelle. Il s'est enfin retourné. Son visage était calme, patient. Le visage de quelqu'un qui a appris à avoir l'air raisonnable tout en disant des choses déraisonnables. Maman a ses raisons. Les Fontenay et les Marchais sont à la table 1. Ce sont des personnes importantes. Plus importants que mes parents? Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Il a posé sa main sur mon bras.
Douce répétait. Camille, tu es stressée. C'est normal, c'est le grand jour. On passe le dîner. Demain, je parle à maman. Demain. C'était toujours demain. Demain après les fiançailles. Demain après le baptême. Demain après la réception. Le demain qui n'arrivait jamais. J'ai cherché dans son regard quelque chose. De la surprise, de la honte. Un signe qu'il découvrait la chose en même temps que moi. Il n'y avait rien. Pas la moindre surprise. Il savait depuis le matin, peut-être depuis plus longtemps. Il savait qu'Éléonore avait mis mes parents au fond de la salle, et il s'était habillé. Il avait ajusté ses boutons de manchette, et il avait vérifié ses cheveux dans le miroir. Je suis sortie sans ajouter un mot. Il y avait encore une chose à vérifier. À la table d'accueil, près de l'entrée, des programmes imprimés en papier cartonné crème. Page 2. Avec gratitude et amour à nos familles. Une liste. Pierre-Henri et Éléonore Beaumont. Gérard et Martine Beaumont. La Fondation Beaumont. 4 lignes, tous Beaumont. J'ai retourné le carton, j'ai regardé à l'intérieur. Rien. Bernard et Sylvie Renard n'existaient plus dans ce document. Dans la version que j'avais approuvée 3 semaines plus tôt, mes parents étaient en premier, avec tout notre amour à Bernard et Sylvie Renard, dont les sacrifices ont rendu tout cela possible. J'avais écrit ces mots moi-même. Éléonore avait vu la maquette. Elle n'avait rien dit. Elle avait attendu le matin du mariage pour faire réimprimer le programme. Mes parents effacés. Pas seulement de la table, du document. J'ai trouvé Amandine près du salon des demoiselles d'honneur. Elle touchait son rouge à lèvres du bout du doigt. Elle m'a vue. Elle a posé le rouge à lèvres. Raconte-moi. Je lui ai tout dit. La table, le programme, la réaction de Florian. 30 secondes, sans pause. Amandine n'a pas tressailli. Elle n'a pas dit mon Dieu ou calme-toi. Elle a refermé le capuchon du rouge à lèvres, l'a mis dans sa pochette et elle m'a regardée. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore. D'accord. Qu'est-ce qu'il te faut là maintenant? Reste près de moi. Je suis là. Puis, je suis là, Camille. Amandine ne m'a pas dit, je te l'avais dit. Elle m'avait pourtant prévenue. Une fois, 6 mois avant, doucement et une seule fois. Puis elle n'en avait plus parlé. C'est pour ça que j'avais confiance en elle plus qu'en personne dans cet endroit. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que la prochaine chose que j'entendrais allait tout décider. Je suis retournée vers le salon des hommes. Je n'écoutais pas aux portes, j'allais faire une dernière tentative. La porte était entr'ouverte. 10 centimètres. Assez. La voix d'Éléonore en premier. Basse, contrôlée. La façon dont elle parlait quand elle était la plus dangereuse. Florian, regarde son père. Ce costume. Et sa mère, mon Dieu, elle a cousu sa robe elle-même. Ils ont l'air pauvres. Tu ne peux pas les avoir à la table principale. Nos invités vont se demander. Je sais, maman. Les Fontenay sont juste là. Les marchés aussi. Ce sont les gens qui comptent, Florian. Pas un plombier et une cantinière. Pas eux. Un silence. Tu as raison. Les renards sont très bien au fond. C'est plus approprié. Autre silence. Puis Éléonore, encore plus bas. Tu aurais dû m'écouter dès le début. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'a pas sa place ici. J'ai appuyé ma main contre le mur du couloir. Le couloir a semblé basculer. J'entendais mon pouls dans mes oreilles. Lent, dur, comme une porte qu'on ferme de l'intérieur. Mon père, l'homme qui avait passé 38 ans à genoux sous les éviers des autres, qui avait 2 genoux abîmés et un seul bon costume, qui conduisait 4 heures aller-retour chaque week-end pour venir me voir à Lyon, parce qu'il pensait que la restauration universitaire n'était pas assez nourrissante. Un plombier et une cantinière. Et l'homme que j'allais épouser avait dit « Tu as raison, il y a des phrases qu'on ne peut pas désentendre. » Celle-ci en faisait partie. J'ai poussé la porte. Éléonore s'est retournée la première. Son visage s'est figé une demi-seconde, puis il s'est réorganisé en ce sourire. Celui qui ressemblait à de la bienveillance, mais qui fonctionnait comme un verrou. « Camille, ma chérie, tu es magnifique, et j'ai tout entendu. » Florian a serré la mâchoire. Entendu quoi? On était juste. Mon père a l'air pauvre. Ma mère a cousu sa robe.
Ils ne sont pas à leur place à la table d'honneur. C'est ça. J'ai soutenu son regard. Quelle partie j'ai mal comprise. Éléonore a fait un pas vers moi, main jointe, la posture de présidente de comité. Camille, c'est juste une question de disposition. On essayait d'eux. Vous avez utilisé le mot plombier comme si c'était une insulte. Vous avez dit cantinière, comme si ma mère devrait en avoir honte. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Et toi? J'ai regardé Florian. Tu as dit qu'ils étaient très bien au fond, que c'était plus approprié. Il a fait un pas vers moi. Sa voix, celle des réunions de clientèle, douce et convaincante. Camille, tu es émue, c'est ton jour de mariage. Respirons et... Je respire très bien, Florian. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Éléonore lui a lancé un regard bref et précis. Gère ça. Florian a essayé encore. Chérie, allez, on ne va pas. Je ne gâche rien. C'est déjà gâché. Je suis sortie. Le couloir était silencieux. 60 mètres de parquet ciré entre moi et la salle de réception. Derrière moi, j'entendais Éléonore siffler quelque chose à Florian, trop bas pour saisir. Ses pas ne m'ont pas suivi. Il ne m'a pas rattrapé. Et c'était la dernière réponse dont j'avais besoin. Je suis allée directement à la table 14. Mon père était assis bien droit, les mains à plat sur ses genoux, comme il s'asseyait toujours quand il était mal à l'aise, mais trop fier pour le montrer. Son veston était boutonné. Sa cravate était droite. Il avait ciré ses chaussures le matin. Je pouvais voir ce brillant mat qui vient du cirage de supermarché appliqué avec un chiffon de cuisine. Ma mère était à côté de lui, en train de lisser un pli sur sa robe. Elle avait retaillé cette robe elle-même, rentré la taille, ajouté la dentelle aux manches, remplacé la fermeture. J'avais regardé travailler pendant 3 week-ends. Un serveur a poussé la porte de la cuisine derrière eux. Elle a claqué en s'ouvrant, laissant passer une bouffée de chaleur et le bruit de piles d'assiettes. Ma mère a tressailli. Mon père n'a pas bougé. Ma chérie. Papa a souri quand il m'a vue. Tu es belle. Papa, je suis tellement désolée pour. Non. Il a levé une main. Je peux m'asseoir n'importe où, ma fille. C'est ton jour. Il m'a regardé une longue seconde. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus silencieux. Il avait compris. Il avait déjà compris, avant que je dise quoi que ce soit. Je pensais aux 12 000 euros. Mes parents avaient économisé cette somme sur 15 ans. Un peu chaque mois, depuis la retraite du plombier et le salaire de la cantinière. Cette somme couvrait le dépôt traiteur, toutes les assiettes, tous les verres de vin, tous les desserts que 200 personnes allaient consommer ce soir. Sans ces 12 000 euros, il n'y avait pas de dîner. Et Éléonore avait mis les gens qui avaient payé la nourriture à côté de l'endroit où on sortait les ordures. Restez là, j'ai dit. Tous les deux, je reviens. Ma mère a tendu la main vers moi. Camille, ne fais pas d'histoire pour nous. Je ne fais pas d'histoire, maman. Je la conclus. J'ai trouvé Amandine à la table des demoiselles, déjà debout. Un regard m'avait suffi. Elle a attrapé sa pochette. Avant que les invités entrent, elle m'a chuchoté. « Tu sais que vous n'avez pas encore signé l'acte ?» J'avais oublié. Christine avait le registre. Le plan initial prévoyait une signature devant les invités pendant le dessert. Une mise en scène, une cérémonie dans la cérémonie. L'idée d'Éléonore, évidemment. Légalement, a dit Amandine, la cérémonie religieuse ou symbolique ne suffit pas. L'acte n'est valide qu'une fois signé, témoigné, transmis à la mairie. Tant que ce papier n'a pas ta signature, tu n'es pas marié. Pas une seconde. Je l'ai laissé s'installer dans ma tête. Une fois que tu seras assise là-dedans, la pression pour signer devant 200 personnes va être énorme. Réfléchis maintenant, pendant qu'il est encore temps. Elle ne m'a pas dit quoi décider. Elle m'a juste donné les faits. C'est ce que font les vrais amis. Les portes se sont ouvertes. Les invités ont commencé à entrer, guidés par l'orchestre qui jouait quelque chose de serein et d'élaboré. Le côté Beaumont a pris les premières tables avec la facilité naturelle de gens qui ont toujours été devant.
Le côté Limoges, mes gens, se dispersaient vers le fond en cherchant leur numéro de table. Le maître de cérémonie, un ami de Florian, a pris le micro. « Mesdames et messieurs, accueillons les familles de nos mariés. » Il a fait signe vers la table 1. La famille Beaumont, 9 personnes debout. Éléonore qui rayonnait. Pierre-Henri qui faisait un signe modeste de la main. Applaudissements. Puis le maître de cérémonie a regardé ses notes et a enchaîné directement. Levons nos verres à l'amour. Aucune mention des renards. Pas un mot. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Nathalie, mon infirmière en chef, s'avancer vers la table 14 avec une assiette d'amuse-bouche. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé les chaises pliantes. Elle a regardé la porte de cuisine. Elle a regardé mon père. Elle a posé l'assiette et elle est venue directement vers moi. Camille. Sa voix, exactement celle des urgences quand quelque chose ne va pas. Pourquoi tes parents sont assis à côté des poubelles ? Je gère. Ton père m'a refait la plomberie de la cuisine en janvier quand mes tuyaux ont lâché. Il n'a même pas voulu que je le paye entièrement. Alors pourquoi il est là ? Les gens commençaient à remarquer. À la table 1, M. Fontenay s'était penché vers sa femme. Elle avait regardé par-dessus son épaule vers le fond de la salle. Elle fronçait les sourcils. Le premier service est arrivé. Velouté de butternut en assiette creuse blanche. Les 12 000 € de mes parents, présentés avec des pousses de cresson. Éléonore a quitté la table 1 et s'est dirigée vers le bar avec son amie Vivienne. Leur chemin passait devant la table 14. J'étais à 20 mètres, près de la table des desserts, assez proche pour voir, assez proche pour entendre. Ma mère était en train de remettre en place la dentelle de sa manche gauche. Une couture s'était défaite sur 3 centimètres. Elle essayait de la glisser dessous discrètement, avec cette concentration de quelqu'un qui ne veut pas attirer l'attention. Éléonore s'est arrêtée. Elle a regardé la manche de ma mère. Puis elle s'est tournée vers Vivienne. Pauvre chou. Quelqu'un aurait dû lui acheter une vraie robe. Elle a bu une gorgée de champagne. Mais je suppose qu'il faut savoir rester à sa place. Elle l'avait dit avec le volume calibré de quelqu'un qui sait exactement jusqu'où porter sa voix. Suffisamment bas pour rester techniquement en privé. Suffisamment fort pour que ma mère entende. Les mains de ma mère se sont immobilisées. Elle a arrêté de tripoter la dentelle. Ses yeux se sont baissés sur la nappe. Et mon père, sans un mot, a glissé sa main sous la nappe et a pris la sienne. J'ai vu des patients s'éteindre. J'ai tenu une enfant pendant qu'un médecin annonçait un diagnostic terminal à sa mère. J'ai traversé des choses aux urgences qui gardent les gens éveillés des semaines entières. Mais regardez mon père, Bernard Renard, l'homme le plus solide que j'ai connu, assis là à absorber le mépris de cette femme en tenant la main de ma mère sous une table pliante à côté d'une poubelle. C'était la pire chose que j'ai jamais vue. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je ne lui connaissais pas. Une honte, pas une honte de lui-même, une honte d'avoir été mis quelque part où il ne méritait pas d'être, et de ne pas pouvoir le réparer. C'était fini, complètement et irrévocablement fini. J'ai traversé la salle. Je n'ai pas couru, je n'ai pas précipité mes pas. Je suis allée vers la scène en marchant exactement comme j'aurais marché dans un couloir d'urgence. Quelques têtes se sont retournées, puis d'autres. Les conversations ont commencé à s'éteindre table par table, comme des lumières qu'on éteint en sortant d'une pièce. Le maître de cérémonie était à mi-anecdote sur Florian à l'université. Il m'a vu monter. Il a hésité. « Oh, voici notre. » Je lui ai pris le micro. Il a lâché prise sans résister. J'ai regardé la salle, 200 visages, des verres en cristal, des nappes blanches, Éléonore à la table 1, son champagne à la main, Florian à côté d'elle, Pierre-Henri qui regardait fixement la nappe, mes parents derrière moi. Merci à tous d'être là ce soir. Ma voix dans les enceintes, claire et stable, pas de tremblement, 7 ans d'urgence. On apprend à tenir debout quand tout s'effondre. Je sais que vous êtes venus célébrer un mariage. Je vous dois la vérité sur ce qui se passe dans cette salle. Le dernier murmure est mort.
200 personnes en silence. Je pouvais entendre la glace qui se tassait dans un verre à la table 6. La plupart d'entre vous me connaissent comme la fiancée de Florian. Mais avant d'être ça, et après ce soir, je suis la fille de Bernard et Sylvie Renard. J'ai indiqué le fond de la salle. Mes parents sont assis à la table 14. J'aimerais que tout le monde regarde la table 14 un moment. 200 pères Dieu ont balayé la salle, passé le bar, passé la table des desserts, passé la porte battante et ont trouvé Bernard et Sylvie Renard assis sur des chaises pliantes entre un chariot de service et une poubelle en inox. J'ai regardé les réactions se propager dans la salle comme une vague. La confusion d'abord, puis la compréhension, puis les visages qui se contractent quand les gens réalisent ce qu'ils voient. Monsieur Fontenay a reposé sa fourchette. Madame Fontenay a porté sa main à sa bouche. Nathalie, debout contre le mur, a fermé les yeux et secoué la tête une fois. À la table 1, le sourire d'Éléonore s'est pétrifié. Sa main sur la flûte à champagne est devenue blanche. Ce matin à 10h, mes parents étaient placés à cette table, la table 1, ici devant. C'est là où les familles des mariés sont censées être assises. C'était le plan de table que j'avais approuvé. J'ai laissé la phrase reposer. Ce matin, quelqu'un est entré dans cette salle et a remplacé tous les marque-places. Mes parents ont été déplacés vers le dernier rang, à côté de la cuisine, à côté de la sortie de service, à côté des ordures. Cette personne était Éléonore Beaumont. Toutes les têtes de la table 1 se sont tournées vers elle. Éléonore est restée parfaitement immobile, le menton levé. La couleur avait quitté son visage. Ses doigts sur la flûte étaient blancs. Pierre-Henri n'avait toujours pas bougé. Il regardait la nappe. Quand j'ai confronté mon fiancé, quand je lui ai dit ce que sa mère avait fait, il m'a demandé de ne pas faire de scène. J'ai fait une pause, factuelle, comme une infirmière qui lit un dossier à voix haute. Et quand je l'ai entendu parler à sa mère en privé, il a dit, et je cite ces mots exacts, « Les renards sont très bien au fond. Les Fontenay et les marchés sont plus importants. » Monsieur Fontenay a reculé imperceptiblement de la table, juste quelques centimètres, suffisamment pour créer de la distance entre lui et les Beaumont. Sa femme regardait Florian avec une expression que je reconnaissais, celle de quelqu'un qui réalise qu'il se tenait à côté de quelque chose de dangereux. Florian s'est levé. « Camille, tu déformes les choses. Tu. Assieds-toi, Florian. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as eu l'occasion de défendre ma famille. Tu as choisi de ne pas le faire. » Il est resté debout 3 secondes de plus. Puis Éléonore lui a touché le bras et il s'est rassis. Elle lui a chuchoté quelque chose. Il a repris son verre. La salle était tellement silencieuse que j'entendais la porte de cuisine grincer sur ses gonds. Permettez-moi de vous parler des gens qui ont été placés à la table 14. Je me suis légèrement tournée pour les avoir dans mon champ visuel. Mon père était assis bien droit, les mains sur la table, les yeux fixés sur moi. Mon père, Bernard Renard, a réparé des canalisations pendant 38 ans. Il a 2 mauvais genoux et un seul bon costume, celui qu'il porte ce soir. Il a économisé 6 mois pour l'acheter. Une femme à la table 9 a pressé sa serviette contre ses yeux. Ma mère, Sylvie Renard, sert le déjeuner à 350 enfants chaque jour à la cantine de l'école primaire Victor Hugo. Elle connaît chaque enfant par son prénom. Elle sait lesquels ont des allergies, lesquels arrivent à l'école le ventre vide. Ceux-là, elle leur sert toujours un peu plus, discrètement. Je me suis tournée vers les tables du devant. Mes parents ont mis 12 000 € dans ce mariage. Ils ont économisé cette somme sur 15 ans. Chaque mois, un peu, depuis la pension du plombier et le salaire de la cantinière. Cette somme a couvert le dépôt traiteur. J'ai laissé le calcul s'installer. Les gens ont regardé leurs assiettes, leur verre de vin, le velouté de butternut. Chaque assiette que vous mangez ce soir, mes parents l'ont payée, et vous les avez mis à côté des poubelles. La salle s'est fracturée, des souffles retenus, un son étranglé à la table 3. Vivienne, l'amie d'Éléonore, a posé son verre et mis 10 centimètres entre elle et la femme avec qui elle riait 20 minutes plus tôt. Du côté Limoges,
Un homme que je connaissais à peine s'est levé. Puis Nathalie, puis ma tante Régine, sans rien dire, juste debout, comme des témoins. Éléonore a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Je suis venue ici aujourd'hui pour commencer un mariage, un partenariat, une vie fondée sur le respect mutuel. Ma voix ne tremblait pas. Je ne lui donnerai pas ça. Mais je ne peux pas signer de ma main un mariage où ma famille est traitée comme une gêne. Je ne veux pas élever des enfants qui apprennent que l'amour signifie cacher d'où tu viens. J'ai détaché mon voile. Je l'ai plié 1 fois, 2 fois, 3 fois, posé sur le bord de la Seine. Soigneusement. Comme ma mère m'avait appris à plier les choses. Avec soin, même quand on lâche prise. Aux invités qui ont fait le voyage depuis Limoges, et d'ailleurs, merci d'être là. Merci d'être la famille de mes parents et la mienne. Nous rentrons chez nous. J'ai regardé Éléonore une dernière fois. Au Beaumont, je vous souhaite sincèrement du bien. Mais je mérite mieux qu'un homme qui reste silencieux pendant que sa mère traite mon père de pauvre. Et mes parents méritent mieux que la table 14. J'ai posé le micro sur le pied. Doucement. Pas de geste théâtral. Juste posé comme on repose un outil quand le travail est terminé. Je suis descendue de la scène et j'ai marché vers le fond de la salle, mes talons sur le parquet, ce même rythme régulier. 60 mètres. Cette fois, personne ne parlait par-dessus. Papa s'est levé quand je suis arrivée. Maman pleurait. Des larmes silencieuses, le genre qu'elle essayait toujours de cacher. Je les ai pris dans mes bras tous les deux, là, entre les chaises pliantes et la porte de cuisine. Amandine est apparue avec mon manteau et mon sac. Elle avait déjà commandé une voiture. On est sortis tous les 4, devant la table des desserts, devant l'orchestre qui avait cessé de jouer, devant 200 visages muets. Derrière nous, j'ai entendu la voix d'Éléonore cassante et forte. Elle a perdu la tête, et Florian qui appelait. Camille. Camille, attends. Je n'ai pas attendu. La porte s'est fermée derrière nous, et le dernier son que j'ai entendu était ma propre respiration. Cette nuit-là, j'étais assise à la table de la cuisine de mes parents, la même table depuis mon primaire, le plateau en formica, les pieds chromés, un éclat dans le coin depuis que j'avais fait tomber une cocotte en 5e. Maman a fait du café. Papa était assis en face de moi et ne disait rien, ce qui était sa façon de tout dire. À 22h15, Amandine a appelé. L'acte de mariage n'est pas signé. J'ai vérifié avec Christine. Elle a le document original. Il n'a jamais été signé, jamais été témoigné, jamais transmis à la mairie. Légalement, tu n'as pas été marié une seule seconde. Pas d'annulation, pas de divorce. Rien. Tu es reparti sans rien. J'ai soufflé. Un nœud s'est desserré dans ma poitrine. Il y a autre chose, a dit Amandine. Il a appelé 19 fois. Éléonore 3 fois. Pierre-Henri 1 fois. J'ai bloqué les 3 numéros. Déjà fait, elle a dit. Après qu'elle ait raccroché, je suis restée longtemps à cette table. Papa était allé se coucher. Maman lavait les tasses à café à la main, même si le lave-vaisselle était vide. Elle a toujours fait ça quand elle était inquiète. Laver les choses à la main. Mon téléphone était silencieux. Plus d'appels alternant entre bébé, je suis désolée, et tu vas le regretter. Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais besoin qu'il se lève 6 heures plus tôt et qu'il dise « C'est la famille de ma femme, remettez-les où ils étaient ». Il ne l'avait pas fait, et ça ne se réparait pas. Maman a séché la dernière tasse, l'a rangée dans le placard, et en passant, elle m'a embrassé le dessus de la tête. « Je suis fière de toi », elle a dit. Ton père aussi, il ne sait juste pas le dire. 3 semaines plus tard, le matin, 7 heures, j'ai vomi dans la salle de bain, puis à midi, puis à 16 heures. J'ai acheté un test à la pharmacie du quartier, où la pharmacienne Geneviève me connaissait depuis l'enfance. Elle a regardé la boîte, elle m'a regardé, elle n'a rien dit. Elle a encaissé et m'a tendu le sachet. Positif, 2 traits nets et sans ambiguïté. Je me suis assise sur le carrelage de la salle de bain de mes parents et j'ai pleuré. Pas comme je pensais que je pleurerais si ça arrivait un jour. Pas de joie
débordante. J'ai pleuré parce que ma vie venait de devenir 10 fois plus compliquée et j'étais assise sur un carrelage que mon père avait posé en 1998. J'allais être mère. Et le père était un homme devant qui j'avais tourné le dos en robe de mariée devant 200 personnes. La question est venue vite. Prévenir Florian? La réponse est venue plus vite encore. Oui, cet enfant avait le droit de connaître ses deux parents. Mais prévenir ne voulait pas dire revenir. Ça ne voulait pas dire douter. Ça ne voulait pas dire échanger ma dignité contre un arrangement coparental enveloppé dans l'argent des Beaumont. Maman m'a trouvée 1 heure plus tard. Elle venait chercher des serviettes. Elle a vu le test sur le bord du lavabo. Elle s'est immobilisée. Puis elle s'est assise sur le carrelage à côté de moi. Les genoux qui grincent, le froid des carreaux, sans me demander de questions. Elle a juste passé son bras autour de moi et elle a tenu. « Tu n'es pas seule, » elle a dit. « Tu ne l'as jamais été. » Je sais, maman, ton père va devenir complètement fou, dans le bon sens du terme. J'ai failli rire. Tout était plus difficile maintenant. Mais plus difficile ne voulait pas dire faux. Et seul ne voulait pas dire perdu. Pas avec une mère qui s'assoit par terre, sans qu'on lui demande. J'ai prévenu Florian par message. Amandine avait relu chaque mot avant que j'envoie. 3 phrases. Professionnelle. Définitive. Je suis enceinte. Je garde l'enfant. Si tu veux des droits parentaux, toute communication passe par le conseil juridique. Ces réponses sont arrivées par vagues. La première. Reviens, Camille. On va élever ce bébé ensemble. On peut réparer ça. 4 heures plus tard. Ma famille a les meilleurs avocats du département. Tu ne sais pas ce que tu t'apprêtes à affronter. À minuit, tu commets la plus grande erreur de ta vie. 3 messages, 3 hommes différents. L'homme qui supplie, l'homme qui menace, l'homme qui prédit le désastre. Tous du même type qui n'avait pas réussi à se tenir debout devant sa mère pour un plan de table. Puis Éléonore a appelé. Elle avait obtenu un autre numéro. Mon père a décroché. J'étais dans l'encadrement de la porte. Monsieur Renard, j'espère que vous comprenez que cet enfant porte le nom des Beaumont. Nous avons les meilleurs avocats du département. Papa m'a regardé. J'ai hoché la tête. Madame Beaumont, ma fille a une avocate. Adressez-vous à elle. Il a raccroché. Il a reposé le téléphone doucement. Il est retourné à son café. La procédure de garde est passée en novembre. Florian a le droit à 2 week-ends par mois. Il vient chercher Léa à 9 heures. La ramène à 17 heures. À l'heure, chaque fois. Je lui accorde ça. Éléonore ne fait pas partie de l'arrangement. Pas parce que j'ai fermé la porte, mais parce que j'ai posé une condition. Toute visite avec la famille élargie se fait en ma présence ou sous la supervision de mes parents. Éléonore a appelé ça une insulte. Moi, j'appelle ça une limite. Elle n'a pas rencontré Léa. Pas parce que la porte est verrouillée. Parce qu'elle ne veut entrer que selon ses propres termes. 1 mois après le mariage, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse d'expéditeur, mais le papier était épais, le genre qu'on achète dans une papeterie spécialisée. J'ai reconnu l'écriture des cartes de vœux Beaumont que Florian me montrait. Pierre-Henri. Camille, je vous dois des excuses, pas pour ce que ma femme et mon fils ont fait, pour ce que je n'ai pas fait. J'étais dans la salle, j'ai vu le plan de table changer, j'ai entendu la conversation, et je n'ai rien dit. Ce silence est le mien, et je le porte. Je ne demande pas de pardon, et je ne demande pas à voir ma petite fille. Mais si un jour vous le permettez, j'en serai reconnaissant. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai plié. Je l'ai mise dans le tiroir de la table de nuit, à côté du bracelet d'hôpital de Léa. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Pas ce mois-là. Peut-être que Pierre-Henri était sincère. Peut-être que c'était une stratégie. Je ne savais pas. Et j'avais décidé de ne plus prendre de décision fondée sur l'espoir. Cette fois, je laisserai le temps répondre. Léa a 16 mois maintenant. Elle a mes yeux et la mâchoire de son père et un rire qui ressemble à un hoquet amplifié par une toute petite enceinte. Je suis revenue à temps plein au centre de santé. Le mois dernier, ils m'ont proposé le poste de coordinatrice d'équipe. Ça m'a apporté une légère augmentation
et un jeu de clés pour le local à matériel. Je n'ai jamais été aussi fière d'un jeu de clés. L'appartement a toujours la moquette beige et un seul plan de travail dans la cuisine. Mais les murs sont couverts maintenant. Léa a la fête des vendanges. Léa avec les lunettes de papa sur le dessus de la tête. Léa qui étale de la purée de carottes sur le tablier de maman. L'étagère que papa a construite porte 31 livres pour enfants et une photo encadrée de mes parents le jour de leur mariage, 1992, devant la petite église du quartier, la même où j'aurais voulu me marier. Le dimanche soir, 18h, dîner chez mes parents. Même table que depuis mon enfance. Le plateau en formica, les pieds chromés, cet éclat dans le coin. 6 chaises, aucune ne se ressemble. Celle de papa est un vieux rocking chair qu'il a rénové avec du bois de récupération. Celle de maman a un coussin qu'elle a tricoté en 2005. La mienne est la chaise pliante rembourrée du garage, la bonne, celle avec le siège capitonné. Pas de marque-place, pas de chandelier, pas d'orchestre. Maman a fait son gratin dauphinois, celui qu'Éléonore avait refusé pour le menu de mariage, des haricots verts du jardin, une tarte au ketch pour Amandine qui prétend toujours qu'elle a trop fait de pâtisserie et que personne ne croit. Nathalie est là aussi. Elle apporte du vin maintenant, chaque dimanche, et dit que c'est parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa cave. Personne ne la croit non plus. Personne ne s'en plaît. Léa est dans les bras de papa. Elle attrape ses lunettes. Il la laisse faire. Il la laisse toujours faire. Il lui parle tout bas, comme s'il lui confiait un secret. Tu sais, ton grand-père a réparé les tuyaux de toute une ville pendant presque 40 ans. Maintenant, je répare juste les choses pour toi. Elle laisse tomber une cuillère par terre. Tout le monde rit. Je regarde la table, la lumière qui grésille un peu au plafond. Papa qui dit qu'il va réparer ça la semaine prochaine. Le papier peint du couloir qui se décolle au niveau du joint. Le courant d'air sous la porte de derrière que maman bouche avec une serviette roulée d'octobre à mars. Pas de champagne, pas de cristal, pas de château à 40 000 € la soirée. Mais chaque personne à cette table a choisi d'être là. Chaque personne appartient à cet endroit. Et personne. Personne n'est assis à côté des ordures. C'est ma table numéro 1. Il m'arrive encore parfois, le soir, quand Léa dort et que la maison est silencieuse, de repenser à ce couloir, les appliques dorées, la musique qui filtrait sous la porte, ma robe ivoire, et cette certitude étrange, froide comme du métal, que je venais de tout perdre et que c'était exactement la bonne décision. Je ne sais pas si j'aurais dû répondre à la lettre de Pierre-Henri. C'est la seule chose que je n'ai pas encore résolue. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. Certaines questions n'ont pas besoin d'une réponse pour vous laisser avancer. Ce que je sais, c'est ça. On passe beaucoup de temps à chercher une place à la bonne table, à s'habiller correctement, à parler correctement, à sourire au bon moment pour mériter d'être assis devant. Et parfois, on oublie que la vraie question n'est pas la table qu'on nous offre. C'est la table qu'on choisit. Je m'appelle Camille Renard. J'ai 31 ans. Je suis infirmière praticienne, coordinatrice d'équipe, mère, et la fille de Bernard et Sylvie Renard. Je vis dans un appartement avec de la moquette beige et une étagère en bois de récupération. Ma fille rit comme un moquet, laisse tomber les couverts par terre et n'a jamais passé une seule seconde dans un endroit où elle n'avait pas sa place. Et moi non plus.